Voici les titres de votre journal. À Banfora, les habitants de Boulouna impactés par les travaux du 11 décembre demandent des comptes au maire de la ville sur le processus de leur recasement. Plusieurs mois qu'ils attendent de rentrer en possession de ce qui leur a été promis comme parcelle. Mais jusque-là, rien n'y fit. Comme dans un tribunal, ces populations ont convoqué Aboubakar Emar pour des explications claires sur leur recasement. Vous entendrez toutes les parties prenantes dans ce journal. Et dans ce 13h, focus sur cette jeune déplacée interne. Elle a fui la barbarie des terroristes il y a 3 ans pour trouver refuge chez son oncle Adori. Grâce aux humanitaires comme l'ONG Save the Children, l'adolescente a décroché l'examen du certificat d'études du premier cycle du primaire cette année. Et quels sont donc ses souhaits et ses nouvelles aspirations? Reportage à suivre dans une poignée de minutes. Voilà donc pour la une de ce 13h. Bonjour à toutes et à tous. Avant de développer tous ces titres, sachez que la chef de la mission résidente au Burkina Faso de la Banque ouest-africaine de développement est en fin de mission. Après 6 ans de service, elle est allée faire le point du partenariat entre son institution et le Burkina Faso. Un partenariat qui se porte très bien au dire de la chef de mission de la BOAD. Je vous propose donc d'écouter Reine Bruno Ayeva à sa sortie d'audience. Et donc nous avons sollicité rencontrer le président du Faso pour lui dire au revoir et lui faire le point de la situation du partenariat entre la Banque ouest-africaine de développement et notre pays. Donc, nous avons parlé au président du projet en cours. Nous avons fait le point des engagements à date au Burkina Faso et nous avons saisi l'occasion pour présenter notre successeur, Madame Ado Velandé, qui continuera le partenariat avec le Burkina Faso. Alors, je dirais que c'est un partenariat qui est au beau fixe. Un partenariat qui se porte très bien parce que nous avons pu engager des résultats assez confortables. Grâce à ce partenariat-là, nous avons eu l'écoute du gouvernement burkinabé et à sa tête le plus haut responsable. Nous avons eu leur écoute durant toute notre mission et nous pensons que ce sera le cas pour la suite afin que ce partenariat-là continue en se renforçant. Aujourd'hui, les engagements cumulés de la Banque ouest-africaine de développement au Burkina Faso s'élèvent à environ 614 milliards de francs CFA. Alors sur 26 ans, mais sur 6 ans exactement, nous avons fait 61% de ces engagements, ce qui représente environ 317 milliards. Direction Banfora maintenant. Banfora, justement, où est intervenu le 11 décembre de 2020, bien sûr, une fête bien connue au Burkina Faso. Et comme vous le savez, en la faveur, de nombreuses infrastructures sont réalisées. Et pour le faire, il faut des espaces et endroits appropriés. C'est ainsi donc que les habitants de Boulouna, un quartier de Banfora, a été impacté donc par les travaux. Depuis lors, ils devraient donc être recasés. On parle bien sûr de ces populations avec l'attribution de nouvelles parcelles. Mais jusque-là, les choses semblent être à la traîne. Alors, ils demandent des explications au premier magistrat de la commune. La suite avec Cédric Wilfried Mabio. Elles ont été impactées par les travaux du 11 décembre à Banfora. Ces populations ont des choses à dire au maire Aboubakar Emar, invité ici à s'expliquer. Comme dans un tribunal à ciel ouvert, les populations ont fait entendre leur mécontentement. Trop de bruit autour de leur recasement, trop d'entraves sur le chemin du processus auquel elles ont donné leur accord. La question sur le recasement des impactés, la suspension éventuelle des attributions de parcelles dans la zone de recasement, entre autres, était à l'ordre du jour de cette rencontre. Le premier magistrat de la commune, prenant la parole à l'issue de l'intervention des populations, s'est félicité de la démarche de celle-ci afin de mieux s'imprégner de la situation. Cette rencontre aujourd'hui, c'est l'ensemble des impactés. Cette rencontre fait suite, il y a eu une rumeur qui a commencé à prendre hier. Le processus de lotissement a été suspendu par un arrêté de la session de. Donc c'est une rumeur. Hier déjà, on a été interpellé par le comité de suivi. Le cabinet a été dans le comité. Donc ils ont
souhaité que ce matin puisse venir pour d'abord les informer sur le processus et aussi de dire de vive voix ce qu'il avait vraiment Pour le moment, nous n'avons pas encore reçu un quelconque arrêté suspendant donc les travaux de lotissement de la commission. Donc le processus se poursuit. Il faut dire qu'en début de mois, il y a eu une rencontre avec les services techniques de l'État et de la mairie. Donc il faut rassurer que d'ici la fin de ce mois, en tout cas, on devrait boucler une bonne partie du temps. Les populations impactées se sont réjouies des différentes réponses apportées par le maire. La rencontre qu'on a eue avec le maire nous a beaucoup plu. Ce qu'il a dit, il n'a pas travaillé sur ça. Ce qu'il a dit nous a vraiment beaucoup plu. Il ne faut pas qu'il nous laisse plus tard, parce qu'on craignait tout. Il est venu nous éclaircir. Mohamed Traoré, représentant la médiatrice du Faso dans la région des Cascades, s'adressant à l'Assemblée, a souhaité une bonne dose de sagesse à toutes les parties afin de trouver une issue favorable au problème. À cette rencontre, les représentants du chef du village de Bounouna contestataires ont répondu absents. Dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou, c'est une affaire foncière qui lie un particulier et une société de promotion immobilière. Le problème ici, c'est que 59 hectares de terre de cette famille a été vendu à ce promoteur immobilier. Le dossier est certes en justice, mais tout porte à croire que c'est un nouveau bras de fer qui s'annonce entre la justice et la famille, elle qui crie justement à la spoliation de ces terres. Les précisions de Abdou Aziz Saré. Voici le domaine qui fait l'objet de litiges à Rumtenga, dans le 4e arrondissement de Ouagadougou. D'une superficie de 59 hectares, il appartiendrait à la famille de cet homme. Moussa Sundo explique qu'il était en Côte d'Ivoire lorsque son père louait ses terres à certains de ses voisins pour qu'il y exerce des travaux agricoles. Dès son retour au pays, il décide avec l'accord du maire de l'arrondissement 4 de réaliser un centre d'élevage sur une partie des terres laissées par son père. Et c'est là qu'il apprend que c'était impossible, car les enfants des personnes à qui son père avait loué le terrain auraient vendu les 59 hectares à un promoteur immobilier et à quelques particuliers. Et quand il a voulu exploiter maintenant, que le problème est venu. Il a fait son mur, ils sont venus saccager. Et quelques jours après, on constate qu'ils étaient en train de borner maintenant le terrain, de faire des parcelles. On est allé à l'information et il se trouvait que c'est une société immobilière qui était en train de lotir la zone. Et quand le problème s'est surgi, tous ceux qui avaient leur terrain à côté se sont ralliés à la société immobilière pour attaquer maintenant la famille. En réaction, la famille Sundo dit avoir déterré toutes les bornes mises en terre par la société immobilière avec l'accord du chef de terre de Rumtenga. Un acte qui a conduit à l'emprisonnement de Moussa Sundo, celui qui se réclame propriétaire terrien. Libéré quelques jours après, il a été traduit à nouveau devant la justice par le promoteur immobilier. Et présentement, l'affaire est à la justice, mais malheureusement, à chaque fois, c'est des reports. La semaine passée, nous étions là-bas, c'est encore reporté pour le 6 septembre. Et je sais que même le 6 septembre, là, ça n'aurait pas lieu comme ça. Parce que la société immobilière veut contraindre les jeunes pour que nous cédons le terrain. Ils disent même qu'ils ont déjà investi des millions parce qu'ils avaient déjà fini de parceller. Ils ont même vendu quelques parcelles. Loin de se laisser décourager par toutes ces intimidations, la famille Sundo demande à la société immobilière de quitter ses terres. Les vendeurs même de terrain reconnaissent et ils veulent même leur rembourser les frais. Mais la société immobilière dit avoir investi déjà, donc il n'est plus question qu'ils se retirent. Et nous demandons maintenant à la société, nous allons demander maintenant à la société immobilière là, de se démarquer de l'affaire. Ceux qui se réclament propriétaires terriens se veulent clairs. Ils ne cesseront pas de se battre tant que leurs terres ne seront pas libérées.
Elle est libre de ses mouvements, surtout depuis qu'elle a trouvé refuge chez son oncle Adori dans le Sahel. Il s'agit de cette écolière que nous allons baptiser Marie. Marie a donc fui son village Karaga quand elle était en classe de CE2 à cause des atrocités des terroristes il y a environ 3 ans. En 2021, maintenant, par son courage et son envie d'apprendre, elle a obtenu son examen de certificat d'études primaires. Tout cela s'est produit grâce au soutien de l'ONG Save the Children. Voyons ensemble ses souhaits et ses aspirations avec Maxime Ilboudo et Arsène Konitamné. Cette jeune fille que nous allons nommer Marie a 12 ans. Elle vient d'être admise au certificat d'études primaires. Derrière cette joie se cache un espoir de revoir un jour ses parents qu'elle a dû quitter en classe de CE2 au regard de l'insécurité grandissante dans son village. J'arrive souvent de penser à mes camarades et à mes parents qui sont restés là-bas. Je souhaite les revoir un jour. J'ai peur. Des hommes armés, depuis un certain temps, ont investi la région du Sahel et bien d'autres zones du pays. Ils sèment la désolation et la terreur. C'est justement à cause de cette situation qu'elle a trouvé refuge chez son oncle Adori, où elle continue ses études avec le soutien de l'ONG Save the Children. Dans cette zone, l'ONG sécurise et protège surtout les enfants vulnérables et déplacés. J'aime l'école parce qu'on nous apprend beaucoup de choses. J'apprends à lire, à écrire, à dessiner. Je souhaite qu'elle puisse poursuivre ses études, avoir ses diplômes, pouvoir avoir un travail stable et s'occuper de ses frères et sœurs. Ce 19 août, la communauté internationale a en mémoire les humanitaires. L'ONG Save the Children, qui travaille justement dans ce domaine, accompagne les enfants vulnérables et déplacés avec des cours d'appui et des kits scolaires. Marie est bénéficiaire de ce projet. Son établissement a même bénéficié de la construction d'espaces d'apprentissage. Le fonds humanitaire a permis de garder les enfants à l'école à travers les constructions d'espaces d'apprentissage. Il a permis aussi d'offrir aux parents déplacés des kits, des nattes et des couvertures. Séparés de leurs parents, les enfants déplacés deviennent très vulnérables face à l'exploitation et au mauvais traitement. Heureusement, la jeune Marie a trouvé son refuge et connaît bien ses droits. Elle demande aux autorités d'avoir un œil regardant sur les conditions de vie des enfants en situation de crise. Je souhaite que le gouvernement construise des écoles pour que tous les enfants puissent aller à l'école et qu'ils travaillent pour que la paix revienne au Burkina Faso. Selon les Nations Unies, en 2021, 3,5 millions de personnes au Burkina Faso auront besoin d'une assistance humanitaire pour maintenir des conditions de vie élémentaires. C'est donc dire qu'il y a urgence et il faut agir vite. Marie a 12 ans et a obtenu donc son CEP dans un climat pas très reluisant. Par contre, elles ont eu la chance certainement d'évoluer et grandir dans un environnement apaisé et propice à l'apprentissage. Nous sommes au Sénégal. Aminata et Ramatoulaye, deux sœurs jumelles qui ont obtenu leur baccalauréat à l'âge, tenez-vous bien, de 13 ans. Ces jumelles battent ainsi le record qui était de 14 ans dans le pays de Macky Sall. Cela a été possible parce qu'elles ont très tôt sauté des classes. Le récit avec nos confrères d'Africa News. 13 ans et bachelière au Sénégal, les deux sœurs jumelles Aminata et Ramatoulaye viennent d'obtenir leur diplôme en battant le précédent record fixé à 14 ans. Poussées par leur père, elles ont commencé à sauter des classes tôt jusqu'à leur scolarisation dans un établissement d'excellence. Mon père, lui, il avait constaté, de par nos notes, que nous pouvions faire plus. Du coup, son ami l'a encouragé et il nous a fait sauter le C2 et le CM1. Toutes les vacances durant, on apprenait. Chaque jour, on faisait une nouvelle leçon en référence à l'année prochaine. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est pour ça qu'on a sauté toutes ces classes. Avec leur bac en poche, elles souhaitent commencer des études d'ingénieur en génie civil pour suivre les traces de leur père. Et leurs études se feront au Sénégal. L'État leur a proposé une bourse pour l'étranger, mais leurs parents ont décliné.
L'école permet d'apprendre et d'exercer le métier que l'on veut faire, certainement, mais il n'y a pas que. Pour s'insérer, dans la vie active, pour les jeunes filles, par exemple, il y a la coiffure et l'esthétique comme métier. À Bobo-Dioulasso, 30 jeunes filles voulant donc évoluer ou déjà dans ce domaine seront formées grâce au centre et association Reflet de Beauté. Le lancement officiel du projet nous est compté par Majid Bakwa. La coiffure et l'esthétique, voici les métiers auxquels seront formées ces jeunes filles au nombre de 30 à travers le projet de renforcement des capacités des coiffeuses et esthéticiennes de la région des Hauts-Bassins. Un projet porté par le centre de formation Reflet de Beauté. Durant 6 mois, les apprenantes seront outillées en technique de création de coiffure à mesure d'hygiène et de santé. Pour ce qui est de la formation, on a pu les identifier grâce à l'appui du Conseil national et régional de l'économie informelle dans notre région. Et il y a 30 bénéficiaires, comme je l'ai dit, et 20 dans le Oué, 5 au Tui, 5 au Kénédougou. Elles seront renforcées en technique de reproduction des œuvres artistiques dans les règles de mesure d'hygiène et également dans la gestion et la création des entreprises culturelles. Ce projet a vu le jour grâce au soutien financier du FDCT, le Fonds de développement culturel et touristique. Le Fonds de développement culturel et touristique, en fait, accompagne toutes les initiatives allant dans le sens de renforcement des capacités et de la promotion des industries créatives aussi. Cette formation en coiffure et esthétique devra contribuer à l'amélioration des conditions socio-économiques de ces jeunes filles venues des 4 coins de la région des Hauts-Bassins. Dans le même registre de formation, 25 femmes qui dirigent des associations féminines sont outillées sur des bases juridiques pour faire la promotion de la tolérance. Une formation organisée par le ministère de la Justice. L'idée ici est de les emmener à s'approprier la résolution 1325 afin d'aider le ministère des Droits de l'Homme dans sa politique axée sur la paix et la sécurité. Justin Amanto. Elles sont 25 femmes représentantes d'associations féminines de la région du Centre à bénéficier de cette formation initiée par le ministère de la Justice, des Droits humains et de la promotion civique. L'objectif est de favoriser l'implication des femmes dans la promotion de la tolérance et la préservation de la paix au Burkina Faso. Qu'elles s'approprient tout ce qui a été édicté par la résolution 1325, mais également qu'elles puissent formuler, à l'instar des autres également, lors des précédentes sessions, des recommandations qui vont aider à guider le ministère dans la mise en œuvre de ses politiques en matière de tolérance, de paix et de sécurité. Durant 3 jours, ces participantes vont échanger sur 3 modules concernant la tolérance et la paix, les fondements juridiques et l'implication des femmes et la contribution des associations féminines dans la promotion de la tolérance et de la préservation de la paix. Nous savons aussi qu'il y a beaucoup de pesanteurs qui limitent même l'engagement des femmes dans la promotion de la tolérance et de la paix. Elles souhaitent également que les textes qui ont été adoptés au niveau, que ce soit au niveau national ou au niveau international, auquel le Burkina Faso a adhéré et a souscrit, que ces textes-là soient effectivement appliqués. Mais il faut également relever qu'à l'occasion de ces ateliers-là, les femmes prennent des résolutions. Les résolutions dans le sens de leur engagement réel dans les actions de paix et de tolérance. Cette section de formation dans la région du Centre marque la fin d'une série de formations destinées aux associations féminines dans les 13 régions du Burkina. Des formations initiées depuis 2018 par le ministère en charge de la Justice. Et puis, la préoccupation de la double facturation de l'Office national de l'eau et de l'assainissement qui refait surface. Cette nouvelle facturation qui crée des désagréments chez les abonnés. Et l'UAS, l'unité d'action syndicale, et la CCVC, la coordination des coalitions de lutte contre la vie chère, se sentent interpellés. Une rencontre d'échange a été initiée à cet effet. Durant donc 48 heures, l'ONEA va tenter de mieux expliquer à ces deux organisations de la société civile ainsi qu'à ses abonnés sa nouvelle manière de faire pour éviter donc ces désagréments. Alexis Belemnaba.
Un face-à-face pour dissiper des malentendus. L'UAS, l'unité d'action syndicale et la CCVC, la coordination des coalitions de lutte contre la vie chère, veulent comprendre la nouvelle formule de relevé bimestriel de l'ONEA. Une nouvelle facturation qui cause des désagréments chez les abonnés. Ce que vous avez avec le nouveau système, ça n'a pas empêché les plaintes. Il y a eu beaucoup de plaintes et jusqu'à présent, il y a toujours des plaintes. Et il y a même des retards dans la remise des factures actuellement. Donc c'est là vraiment, les gens sont perdus parce que certains disent qu'ils ont reçu des factures pour la consommation du mois d'avril cette semaine ou bien la semaine dernière. Nos populations sont suffisamment pauvres. Et lorsque vous prenez certaines factures qui montent à 6 000, 8 000 pour un foyer, par exemple, qui n'arrive même pas à avoir un bon repas par jour, cela pose problème. Quand ils vont pour s'informer à l'ONEA, il faut abandonner un travail, il faut se donner le temps d'y aller, et tout ça, ça a été des désagréments. On se demande si ça ne va pas faire perdre des emplois. Et là, si ça doit faire perdre des emplois, nous ne sommes pas partants, nous ne pouvons pas cautionner cela. Selon ces organisations, le réseau d'adduction d'eau n'atteint pas certaines zones, occasionnant des pénuries et des bousculades autour des bornes fontaines. Face à toutes ces préoccupations, l'inspecteur général de l'ONEA tente d'apporter des explications concernant la nouvelle formule de relevé bimestriel. Nous souhaitons que tous les partenaires conviés à cet atelier comprennent et soient des relais d'information auprès de la population pour mieux expliquer ce nouveau scénario des systèmes de relevé bimestriel qui est mis à la disposition de la clientèle. Il y a également des innovations qui seront présentées à ces partenaires et, comme je l'ai dit, qui servent de relais d'information aussi pour qu'ensemble nous puissions contribuer à faire avancer les choses pour que l'ONEA demeure toujours cette société citoyenne qui fournit l'eau à la population et qui tient compte aussi des préoccupations de la clientèle. L'UAS et la CCVC prônent le retour de l'ancienne formule de facturation de l'ONEA. Le Conseil régional du Centre-Ouest a saisi l'occasion pour saluer la vision de ces deux organisations de la société civile. Il a par ailleurs invité l'ONEA à poursuivre ses efforts pour un meilleur accès des populations à l'eau potable et à donner des informations justes aux abonnés. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour une autre session d'information. Passez un excellent après-midi.